Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 22 avril. Coopération militaire pour commencer. Le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a reçu ce mardi le général d'armée chef d'état-major de la Défense de la République du Rwanda en visite en Algérie à la tête d'une importante délégation militaire. Deuxième réunion du Forum des centres de recherche et d'innovation des États membres de l'APO, tenue sous la présidence du ministre de l'Énergie, qui a affirmé l'importance de cet événement continental pour la recherche et le développement technologique dans le secteur des hydrocarbures. L'Algérie, de nouveau dans le collimateur de la presse de l'extrême droite française, avec des intervenants sionistes et controversés, adeptes du discours haineux à l'encontre de notre pays. On en parle dans un instant. Gaza face à la pire situation humanitaire depuis le début de l'agression sioniste en octobre 2023 en raison du blocus et du bombardement. Les Palestiniens, un exemple de résistance face au colonialisme. Zoom dans ce journal sur les populations bédouines du désert du Naqab qui refusent la politique du déplacement forcé. Et patrimoine pour terminer, immersion dans la Bibliothèque nationale d'Alger pour découvrir un trésor scientifique datant du XIIe siècle, un manuscrit rare, témoin du niveau qu'avait atteint la médecine au Moyen-Âge. Bienvenue à tous. Le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a reçu en audience ce mardi au siège de l'état-major de l'ANP le général d'armée Mubarak Muganga, chef d'état-major de la Défense de la République du Rwanda, qui effectue une visite en Algérie à la tête d'une importante délégation militaire. C'est le compte rendu de Raouf Hamouche. Regardez. La cérémonie d'accueil a été entamée par le salut du drapeau national, suivi du salut militaire, présenté à l'hôte par une formation militaire représentant les différentes forces de l'armée nationale populaire. Ont pris part à cette rencontre le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de force, le contrôleur général de l'armée, les chefs de département et des directeurs centraux de l'état-major de l'armée nationale populaire et du ministère de la Défense nationale, ainsi que les membres de la délégation rwandaise. Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue les opportunités de coopération militaire bilatérale, ainsi que les voies et moyens de renforcer la coordination sur les questions d'intérêt commun. Ils ont également évoqué les défis sécuritaires de par le monde et en Afrique particulièrement, et échangé les points de vue sur les différentes questions d'actualité. À cette occasion, le général d'armée a prononcé une allocution dans laquelle il a souhaité la bienvenue au chef d'état-major de la défense rwandais, avant de faire mention du niveau atteint par les relations bilatérales, notamment à la faveur des échanges de visites entre les responsables des deux pays. لقد شكلت العلاقات الجزائرية الرواندية منذ استقلال بلدينا نموذجا. Les relations algéro-rwandaises ont constitué depuis l'indépendance des deux pays un modèle de solidarité entre les enfants de notre continent et un exemple en termes de coordination politique dans le concert des nations pour défendre l'Afrique et ses principales causes. Nos relations ont également connu ces dernières années un nouvel essor, notamment à la faveur de la visite effectuée par le chef d'état-major de la défense des forces de défense rwandaises à Alger en septembre 2022 et de la visite que j'ai effectuée à Kigali en février 2024.
Le général d'armée a mis à profit cette visite pour observer aux côtés de la délégation hôte un moment de recueillement à la mémoire des victimes du génocide du Rwanda, dont le 31e anniversaire vient d'être commémoré il y a quelques jours. Je saisis l'occasion de la célébration par votre pays, le 7 du mois d'avril en cours, du 31e anniversaire du génocide de 1994. Pour rendre hommage avec vous, le général d'armée, ainsi qu'avec tout le peuple rwandais ami à la mémoire des victimes de cette tragédie nationale, que vous avez réussi à surmonter ces séquelles. Et à aller de l'avant dans le processus de réconciliation nationale, de même qu'à amorcer un développement global qui est devenu un modèle à suivre sur le continent africain. De son côté, le général d'armée Mubarak Mugonga a exprimé sa gratitude pour l'accueil qui lui a été réservé ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne et sa satisfaction de la ferme volonté qu'il a constatée auprès de la partie algérienne pour consolider les relations de coopération et les concertations entre les deux pays sur les domaines d'intérêt commun, de manière à contribuer au renforcement de la sécurité et de la stabilité dans le continent africain. Au terme de cette rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques avant que le chef d'état-major de la défense de la République du Rwanda ne signe le livre d'or de l'état-major de l'ANP. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines a reçu ce mardi le vice-ministre des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan, Yelchin Rafiev, en visite officielle en Algérie. La rencontre a permis de passer en revue les résultats des consultations politiques entre les deux pays et de réaffirmer l'aspiration des deux parties à concrétiser la feuille de route convenue en vue d'insuffler une plus grande dynamique aux relations algéro-azerbaïdjanaises et l'Azerbaïdjan. Les deux parties ont également réitéré leur engagement à perpétuer les traditions de la concertation politique et de la coordination conjointe dans les différentes organisations internationales et régionales d'appartenance commune. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounès Magramen, avait co-présidé hier avec le vice-ministre des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan, Yelchin Rafiev, la deuxième session des consultations politiques algéro-azerbaïdjanaises et l'Azerbaïdjan. Les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales à la lumière du plan d'action ambitieux tracé par les deux pays et discuté des voies et moyens d'élever les relations d'amitié et de coopération à des niveaux supérieurs. Les deux parties ont également échangé les points de vue sur nombre de questions d'intérêt commun au plan régional et international, notamment les développements au Moyen-Orient et au Sahel et la question du Sahara occidental. Le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, a présidé la cérémonie d'ouverture de la deuxième réunion du Forum des centres de recherche et d'innovation des États membres de l'APO, l'Organisation africaine des pays producteurs de pétrole. Présent à cette rencontre, le secrétaire général de l'Organisation des producteurs de pétrole africains, APO, et le PDG du groupe Sonatrach, en plus de plusieurs chercheurs et experts représentant les États membres. Lors de son allocution, Mohamed Arkab a affirmé l'importance de cet événement continental, considéré comme une opportunité pour échanger les expériences et renforcer la coopération entre les pays africains dans le domaine de la recherche scientifique, de l'innovation et le développement technologique dans le secteur des hydrocarbures. Le ministre de l'Énergie a rappelé à l'occasion l'engagement de l'Algérie vis-à-vis du continent en renforçant l'ancrage de la coopération stratégique avec les États africains, notamment dans le domaine de l'énergie. Écoutons le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables et le secrétaire général de l'Organisation des producteurs de pétrole africains. L'Algérie a toujours cru en l'importance du travail africain conjoint
Et elle poursuit aujourd'hui cet engagement à travers l'adoption d'une vision stratégique qui valorise la coopération scientifique et d'innovation. Dans ce contexte, l'entreprise nationale Sonatrach joue un rôle de premier plan dans la concrétisation de cette vision, en lançant une stratégie ambitieuse visant à renforcer les partenariats régionaux dans le domaine de l'énergie, à favoriser le transfert de technologies et à développer les compétences locales. Ce forum nous offre, en tant que pays africain, l'opportunité d'explorer les possibilités de coopération. Nous remercions l'Algérie pour son engagement constant envers le groupe APO, et ce, à tous les niveaux. Peu de gens connaissent le rôle décisif qu'a joué l'Algérie entre 1984 et 1987, période durant laquelle elle a convaincu de nombreux pays africains de s'unir pour fonder notre organisation. Dans l'actualité également, le renforcement de la coopération algéro-russe. Un accord de coopération et un mémorandum d'entente ont été signés entre la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, CACI, et une filiale de la SAFEX et leurs homologues russes, visant à soutenir les entreprises des deux pays dans les domaines de l'investissement et des échanges. Les deux accords ont été signés lors d'une cérémonie en marge des travaux du Forum d'affaires algéro-russe organisé au Palais des Expositions des Pins Maritimes de la SAFEX, en présence des présidents des chambres de commerce des deux pays, de l'ambassadeur russe en Algérie, du directeur de la promotion et du soutien aux échanges économiques du ministère des Affaires étrangères, du président du Conseil du renouveau économique algérien, le CREA, ainsi que des représentants des ministères et institutions en charge des dossiers économiques des deux pays. Et le ministre de la Communication a mis en avant ce mardi à Constantine l'importance de la formation pour appuyer le système médiatique en Algérie et former un front uni apte à défendre les acquis du pays. Intervenant à l'ouverture de la deuxième rencontre régionale regroupant les journalistes, les professionnels des médias et différents acteurs du secteur de la communication dans l'est du pays, Mohamed Mziane a indiqué que la formation dans le secteur de la communication permettra de renforcer le système médiatique et de former un front national à même de contribuer à la défense des acquis et des valeurs du pays. L'objectif de ces rencontres, a-t-il ajouté, est de créer des espaces de débat ouverts à tous les acteurs impliqués dans le secteur, dans l'optique de faire face aux défis auxquels ils sont confrontés, imposés par les évolutions des technologies de l'information. Écoutons-le. La formation qui vous dote de connaissances, de valeurs, d'orientation, de convictions et de principes est d'une importance capitale dans la conjoncture actuelle. Les médias doivent rester en alerte face aux campagnes de désinformation visant l'Algérie et destinées à entraver le processus de développement de l'État algérien. À Constantine toujours, le ministre de la Communication, Mohamed Mziane, a visité la station régionale de la télévision publique où il a appelé à l'importance d'une orientation vers des chaînes locales de proximité tout en insistant sur la formation au plan technique et humain au niveau donc de la télévision pour qu'elle puisse enfin occuper la place qu'elle mérite. Nous disions en titre, une fois de plus, l'Algérie au cœur des discours haineux de l'extrême droite française et ses médias, devenue une véritable tribune pour semer la discorde avec l'Algérie, avec des intervenants comme BHL, architecte du chaos dans le monde arabe et idéologue sioniste controversé. C'est un papier signé Majda Tahmoun. Regardez. Pas un jour ne se passe sans que certains médias français ne brandissent l'épouvantail algérien pour nourrir les obsessions idéologiques de l'extrême droite. À chaque cycle de tension, les studios deviennent des tranchées où l'on tire à boulet rouge sur l'Algérie dans un mélange d'amalgames grossiers, de comparaisons absurdes et de provocations calculées. Et comme un mauvais refrain, le nom de Bernard-Henri Lévy ressurgit. Figure centrale du chaos maquillé en démocratie, toujours prompt à rallumer les braises sous couvert de défense des peuples. De la Libye à la Syrie, en passant par le Soudan, il a été de toutes les croisades médico-politiques qui ont précipité des nations entières dans l'effondrement. Bernard-Henri Lévy, c'est ce chantre d'un messianisme interventionniste qui confond le fracas des bombes avec le murmure du changement. Chaque apparition, chaque tribune, chaque tweet de sa part vient raviver les blessures d'un monde arabe qu'il n'a cessé de déconstruire. Le vernis humaniste craque face à l'évidence. Derrière le philosophe se cache un pyromane diplomatique. Un pyromane condamné par contumace cette semaine à 33 ans de prison par la justice tunisienne dans le cadre de l'affaire dite de complot contre la sûreté de l'État tunisien.
Le Mali face au chaos, la situation sécuritaire instable et l'isolement du pays depuis la fermeture de ses frontières accentue la crise économique et sociale, le tout aggravé par une gestion catastrophique des putschistes au pouvoir. Walid Yousfi. Dans les rues de Bamako, la colère monte. Les files d'attente s'allongent devant les stations-service. Le carburant devient de plus en plus rare. Les produits de première nécessité commencent à manquer. Une crise économique et sociale qui plonge le pays dans l'incertitude. À l'origine de cette situation, cet homme, Assimi Goïta, l'instigateur du putsch au Mali. Depuis la fermeture des frontières, le commerce avec l'Algérie, vital pour l'approvisionnement du pays, est paralysé. Résultat, le prix du carburant a été multiplié par 6 dans certaines régions. Les médicaments manquent. Le ravitaillement est devenu une denrée rare. À l'intérieur du pays, les critiques fusent. La population malienne accuse Assimi Goïta de vouloir isoler le Mali et l'enfermer dans une vision exclusivement militaire. Plusieurs appels à organiser des élections présidentielles ont été lancés sans réponse. Les Maliens, confrontés à une crise économique et sociale sans précédent, attendent des réponses. Les choix politiques d'Assimi Goïta, marqués par l'isolement diplomatique et la répression, suscitent de plus en plus de critiques. Alors que les Maliens aspirent à un avenir meilleur, le pays s'enfonce chaque jour de plus en plus dans l'incertitude. Proche-Orient, situation humanitaire catastrophique. Le porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, Jens Laerke, a déclaré ce mardi que la bande de Gaza connaît la pire situation humanitaire depuis le début de l'agression sioniste en octobre 2023 en raison de l'interdiction par l'occupant de l'entrée de l'aide humanitaire à l'enclave. Laerke a souligné que l'aide humanitaire n'est pas arrivée à Gaza depuis 50 jours, ajoutant que les marchandises commerciales n'ont pas atteint cette région depuis une période encore plus longue. Par ailleurs, le commissaire général de l'Office de secours et de travaux de l'ONU pour les réfugiés palestiniens à l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a affirmé que la bande de Gaza est devenue une terre de désespoir au moment où l'occupation sioniste utilise l'aide humanitaire comme monnaie d'échange et comme arme de guerre. Et la Palestine, c'est surtout l'histoire d'une résistance à l'occupation, au génocide et à la spoliation des terres. Nous nous intéressons ce soir au village bédouin d'El Araqib, situé dans le désert du Naqab, en Palestine occupée, détruit récemment, tenez-vous bien, pour la 238e fois depuis l'année 2010 par l'armée d'occupation sioniste. Des centaines de milliers de Bédouins vivant dans cette région résistent à l'entité sioniste qui veut leur rendre la vie la plus difficile possible afin qu'ils acceptent la politique de déplacement forcé. Rina Lerari. Le village bédouin d'El Araqib, situé dans le désert du Naqab, en Palestine occupée, a de nouveau été rayé de la carte par l'armée sioniste le 7 avril dernier pour la 238e fois depuis 2010. Un acharnement méthodique visant à effacer toute trace de présence palestinienne dans cette région désertique du sud de la Palestine. Il s'agit de la 5e démolition du village depuis le début de l'année 2025 et d'un nouvel épisode d'une série noire entamée il y a plus d'une décennie. Le village a été détruit 15 fois rien qu'en 2022, puis à 11 reprises entre 2023 et 2024. Depuis 2010, le village subit annuellement une moyenne de 15 démolitions, forçant ses habitants à reconstruire inlassablement tentes, maisons rudimentaires et modestes infrastructures de base dans des conditions jugées indignes et précaires par les ONG. Des actions qui visent à dégrader volontairement les conditions de vie des habitants afin de les contraindre à quitter les lieux. Sur les 160 000 Bédouins palestiniens qui vivent dans cette région, près de la moitié sont installés dans 37 villages dans des conditions infâmes, privés de services de base et constamment menacés de destruction. Une stratégie délibérée, inscrite dans une logique de nettoyage ethnique. Au cours de l'année 2024, plus de 2000 démolitions ont été recensées dans les communautés bédouines du Naqab, un chiffre alarmant et en nette augmentation par rapport aux années précédentes, témoignant d'une intensification de la politique de destruction et laissant présager une poursuite, voire une accélération de cette politique les mois à venir. Attachés à leurs terres, les habitants d'El Araqib choisissent de rebâtir encore et encore, refusant de céder, résistant avec résilience à une politique d'effacement de leur identité et de leur appartenance à la Palestine, planifiée par l'occupant sioniste.
Ouverture ce mardi de la 11e édition du Salon professionnel de la technologie pharmaceutique en Afrique du Nord, Maghreb Pharma. Plus de 300 exposants représentant une vingtaine de pays y participent. Cette édition a pour but de faire connaître les technologies de pointe dans le domaine. Elle vise également l'échange d'expériences et la promotion du produit local, en encourageant notamment les opérateurs nationaux à aller vers l'exportation. Le deuxième navire en provenance de Roumanie, transportant 12 000 têtes de moutons, est arrivé hier soir au port d'Alger. L'opération, rappelons-le, se poursuit durant le mois d'avril et le mois de mai pour atteindre l'objectif d'1 million de moutons. Cette mesure est la concrétisation de l'engagement du président de la République dans le but de faire baisser le prix du cheptel et assurer une disponibilité en prévision de l'Aïd el-Adha. L'École nationale polytechnique d'architecture et de l'urbanisme d'Alger se met à l'heure de l'intelligence artificielle, une école dont les étudiants doivent souvent transformer leurs connaissances théoriques et adapter leurs compétences en projecteurs plutôt innovants. Au niveau du hub de l'intelligence artificielle, un pan de recherche est consacré à la valorisation et la préservation du patrimoine national. Immersion avec Badia Amani. Comment mettre l'intelligence artificielle au service du patrimoine national, sa préservation et sa valorisation? C'est sur cette question cruciale que planchent des chercheurs, des doctorants et même des étudiants de l'École polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Alger. C'est dans cette maison de l'intelligence artificielle de l'EPO, créée en 2024, que plusieurs axes d'études et de recherche sont menés. Sa mission, elle est claire, c'est justement d'accompagner les étudiants et les jeunes chercheurs à intégrer l'intelligence artificielle dans leurs projets innovants. Iman et Nour El-Houda ont mené une étude sur l'impact des caractéristiques morphologiques de l'architecture de la vallée du Mzab sur les états contemplatifs des individus qui explorent ce parcours touristique. Objectif, préserver et valoriser ce riche patrimoine. Notre but principal, c'est de comprendre l'impact de l'environnement bâti dans des endroits classés patrimoine mondial sur l'état affectif, l'état mental et comportemental de l'individu au sein de cet espace, pour pouvoir plus tard décider des interventions qu'on peut avoir dans ces lieux. Concrètement, l'intervention de l'intelligence artificielle est au niveau de l'analyse de données, en se basant sur une restauration sensorielle, non pas une restauration plastique ou formelle de l'environnement de ce bâtiment-là, pour mieux le préserver. Sabrina a mené avec son équipe une recherche sur plusieurs bâtiments de la Casbah d'Alger, mais également sur le patrimoine végétal à l'exemple du jardin d'essai, dont l'objectif est de préserver ces joyaux architecturaux et de les léguer aux générations futures. L'idée, c'est aussi de faire une visite virtuelle de ces merveilles pour faire profiter toute personne curieuse de découvrir l'Algérie. Donc le but à travers ce travail, c'était de proposer une visite virtuelle du jardin afin de pouvoir rendre ce lieu plus accessible, on va dire, au niveau international et d'attirer plus de touristes et de valoriser la valeur patrimoniale de ce jardin. Nous avons un des plus grands pays au monde avec un des patrimoines les plus diversifiés au monde qui ne demande qu'à être mis en valeur et à être présenté au monde entier. Et nous espérons que nous allons y participer pleinement grâce à l'ensemble des secteurs qui pourront nous aider à le faire. Nous avons les compétences, nous avons la science. Nous maîtrisons les outils. Par contre, nous avons besoin du ministère du Tourisme, nous avons besoin du ministère de la Culture. L'intelligence artificielle est un outil qui permettra donc d'étudier, d'analyser et de proposer des solutions pour le patrimoine national bâti et même végétal. Ça fait plusieurs décennies que les chercheurs de l'EPO travaillent sur les sujets en relation avec les patrimoines. Mais d'habitude, on travaille surtout sur les monographies. La différence cette fois-ci, c'est qu'on développe l'axe de l'intelligence artificielle à travers des modélisations, des recherches. On essaie de comprendre, on essaie de répertorier, mais on essaie aussi de réfléchir quoi léguer aux générations futures. Il est très très important pour nous de développer
développer des relations avec le secteur socio-économique. La relation avec le secteur économique, notamment le secteur du tourisme et le secteur de la culture, pour préserver, conserver le patrimoine, produire aussi le patrimoine de demain. L'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme suit de près les évolutions mondiales en matière d'enseignement. L'intelligence artificielle est introduite dans la formation pour permettre aux étudiants d'être à la page et de suivre les dernières évolutions technologiques. Patrimoine toujours, et cette fois-ci pour parler d'un trésor scientifique datant du XIIe siècle, témoin du niveau qu'avait atteint la médecine au Moyen-Âge. Il s'agit d'un manuscrit rare qui se trouve à la Bibliothèque nationale, qui n'est rien d'autre que le 4e livre de la loi de la médecine d'Ibn Sina. Mélim Damis nous en parle. Ce manuscrit rare, témoin des avancées médicales du Moyen-Âge, est conservé à la Bibliothèque nationale d'Algérie. Il tire sa valeur scientifique et historique non seulement de son contenu médical précis, mais également de la personnalité de son célèbre propriétaire, Mouafaq ad-Din ibn al-Mutran, le médecin privé du sultan Salah ad-Din al-Ayyoubi. Ce trésor scientifique datant du XIIe siècle incarne un héritage scientifique partagé, reflétant l'échange culturel et scientifique entre les civilisations islamiques et chrétiennes à cette époque. Ce manuscrit est le 4e livre de la loi de la médecine d'Ibn Sina. Bien que l'œuvre soit composée de plusieurs volumes, nous conservons à notre niveau uniquement le 4e volume, entièrement consacré à la médecine, transcrit sur un papier précieux qui est le papier de Damas. Le manuscrit traite de certaines maladies graves et complexes telles que la fièvre, les tumeurs ou les empoisonnements. La conservation parfaite de ce manuscrit au niveau de la Bibliothèque nationale d'Algérie témoigne de l'importance accordée à la préservation et à la conservation des manuscrits et à l'expertise technique en la matière. L'inscription de ce manuscrit rare dans le domaine des sciences et de médecine au registre international Mémoire du monde de l'UNESCO représente une reconnaissance mondiale de l'importance du patrimoine documentaire de l'Algérie. Voilà qui termine ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne et je vous retrouve demain à 19h. Au revoir.